Bonsoir et bienvenue dans ce nouveau Facebook Live en clair. Et je suis aujourd'hui à la police aux frontières et plus particulièrement à l'Office de lutte contre le trafic illicite de migrants. Et avant de commencer ce live, je voudrais rendre un hommage appuyé, bien évidemment, à la famille, aux collègues et aux amis des collègues qui sont décédés dimanche dernier, pardon, c'est l'émotion, et à qui nous allons rendre un hommage national demain. Donc je tenais à commencer ce live par cet hommage appuyé et mes pensées émues donc devant vous. Alors pour ce live, nous allons parler des trafiquants de migrants et je suis accompagnée de Xavier Delrieux qui est le chef de l'office. Bonsoir Xavier. Bonsoir à tous. Et d'Alexandre qui est commandant et qui est chef de section, de section opérationnelle, chef des enquêteurs. C'est ça. Bonsoir à tous. De l'office. Bonsoir à vous. Nous sommes ici pour parler des enquêtes judiciaires et des enquêtes judiciaires tout à fait particulières puisqu'elles concernent le trafic illicite de migrants, comment on lutte contre les passeurs et nous allons tout de suite entamer cette discussion. Tout d'abord en vous rappelant que nous sommes dans un sujet tout à fait d'actualité. Vous avez vu comme nous les opérations à Mayotte qui touchent les migrants venant des Comores et qui utilisent des réseaux de passeurs justement pour se rendre à Mayotte et sur ce département français. Comment fait-on pour lutter contre ces passeurs ? Autre élément d'actualité, autre événement, nous avons justement aujourd'hui appris le règlement d'une affaire qui est passée à l'instruction, appelée affaire Butterfly, qui a permis en fait de démanteler un réseau de 19 passeurs qui ont in fine été découverts parce que en Grande-Bretagne a été découvert 35 corps de migrants venant du Vietnam qui ont été enfermés et qui sont décédés dans un camion frigorifique suite à un passage de frontière depuis le Vietnam en passant par la France et ensuite de la France jusqu'à la Grande-Bretagne. Et justement, l'Office a participé à cette enquête internationale et nous allons vous expliquer comment il travaille à la fois en international mais également en France pour lutter contre ces réseaux de passeurs. Et puis enfin, nous avons également cette semaine une actualité très forte sur cette thématique puisque nous avons 2 passeurs qui ont été interpellés à Montgenèvre et nous constatons quand même régulièrement qu'il y a des passeurs qui sont interpellés, qu'il y a des démantèlements de filières, qu'il s'agit véritablement d'une infraction de criminalité organisée qui suppose justement cette organisation entre différents acteurs sur lesquels nous allons nous pencher ce soir. Alors merci de nous écouter. Vous connaissez le principe comme d'habitude. Il s'agit de répondre à la fin de notre présentation à vos questions. Donc n'hésitez pas à nous poser toutes les questions, tout ce que vous avez toujours voulu savoir sur cette thématique. C'est le moment. Vous avez 2 spécialistes qui m'accompagnent pour répondre à vos questions. Alors tout d'abord, Xavier, est-ce que tu pourrais nous présenter qu'est-ce qu'un office déjà et que fait particulièrement l'OLTIM, donc l'Office de lutte contre le trafic illicite de migrants? Bien, rebonsoir à tous. Donc on s'associe également aux hommages qui sont rendus aux collègues qui sont décédés, bien évidemment. Merci. Ça nous touche comme tous les collègues et bien au-delà. Un office... Avant tout, c'est un service de police judiciaire à compétence nationale qui est chargé de développer des enquêtes judiciaires portant sur la criminalité organisée dans un domaine bien particulier. Donc, en ce qui concerne l'OLTIM, bien évidemment, vous l'avez compris, c'est le trafic de migrants. Au-delà de nos missions judiciaires, nous avons également un rôle de coordination et de pilotage national de l'ensemble des services de police judiciaire qui initie des enquêtes sur notre domaine de compétences. Et ensuite, bien évidemment, on est le point d'entrée à l'international de toute la coopération qui intéresse les trafics de migrants ou pour les autres offices qui intéressent leur thématique. Voilà, donc c'est un rôle de coordination, de pilotage, d'impulsion, de renseignement, d'enquête judiciaire. On mène nous-mêmes nos propres enquêtes judiciaires
Donc voilà, c'est tout le spectre qui recouvre l'ensemble de notre activité est prévu dans nos missions. Très bien, donc vous luttez contre le trafic de migrants, c'est votre spécialité, vous êtes le point de contact national, vous avez cette compétence nationale qui vous fait être le point d'entrée à l'international également, puisque évidemment c'est une matière extrêmement internationale. Donc merci Xavier. Alors, les personnes qui nous écoutent ne savent peut-être pas que cet office a changé de nom récemment parce que l'OLTIM, donc l'Office de lutte contre le trafic illicite de migrants, a été créé depuis le 1er janvier 2023. Donc c'est très récent, nous sommes complètement dans cette actualité, mais évidemment il n'est pas parti de rien puisque il a été créé sur la base d'un ancien office qui était l'OCRIAS, dont je vais te laisser dire quel était l'acronyme et qu'est-ce que ça a changé. Pourquoi ce changement de nom? Est-ce qu'il y a eu des changements de compétences? Donc voilà, l'office auparavant était l'OCRIAS, l'Office central de répression de l'immigration irrégulière et l'emploi illicite et l'emploi d'étrangers sans titre. Donc vous voyez, c'était un nom qui était quand même assez compliqué, qui pouvait donner à confusion sur nos missions, puisque nous ne traitons pas, nous, les procédures d'étrangers en situation régulière ou les simples passeurs. Nous nous attaquons, nous, vraiment à des structures criminelles organisées qui organisent l'entrée, le maintien ou le transit de migrants en France, en Europe ou à l'étranger. Donc il était important pour nous, dans la nouvelle appellation de l'Office, que notre cœur de métier, le trafic de migrants, fasse partie intégrante de notre dénomination. D'où le changement de nom qui, évidemment, s'est accompagné d'une montée en puissance globale de cet office, suite à des événements dramatiques qui ont suscité une montée en puissance de l'office en termes de capacité opérationnelle, d'élargissement des missions. On a été désigné chef de file national de la lutte contre le trafic de migrants avec la mise en place d'un futur plan national d'action destiné à lutter contre les trafics et également au niveau de la stratégie et avec une interministérialité renforcée. L'idée étant que toutes les administrations qui peuvent être impactées par le phénomène des trafics de migrants puissent apporter leur pierre à l'édifice et au-delà du volet pénal, uniquement pénal, apporter d'autres actions répressives au niveau fiscal, au niveau douanier. D'où la présence future à l'office de douaniers, de gendarmes, d'agents des impôts, de l'URSSAF et de l'inspection du travail. Donc un nouvel office créé en janvier 2023, à la fois pour bien faire comprendre que vous luttez contre les trafiquants, que vous luttez contre les passeurs et que vous n'êtes pas sur évidemment les migrants, la situation irrégulière des étrangers sans titre. Et l'ancienne appellation entraînait sans doute cette confusion. Voilà. Et puis une compétence renforcée à l'interministérialité très forte qui va se développer évidemment probablement dans les années à venir puisque vous allez bénéficier de renforts prochains. Alors est-ce que tu peux qui ont déjà commencé et qui vont se développer. Est-ce que tu peux nous expliquer le maillage territorial et comment vous êtes saisi à l'office de vos affaires? Donc vous avez l'OLTIM, l'office central qui est implanté à Logne, à peu près 134 fonctionnaires à l'heure actuelle, donc qui est le niveau central de l'office. Et ensuite, on s'appuie, nous, sur un réseau territorial. Donc l'OLTIM est le seul office de la police nationale qui dépend de la police aux frontières et non pas de la police judiciaire. Donc je tenais quand même à le préciser. Et on s'appuie donc sur le réseau territorial des ex-brigades mobiles de recherche, aujourd'hui qui vont devenir des antennes de l'office et qui représentent, qui sont implantées un peu partout en métropole et en Outre-mer et qui font à leur niveau ce que l'office fait au niveau central. Il y a des enquêtes uniquement dirigées sur les trafiquants de migrants, ce qui représentera plus de 500 enquêteurs en tout, dédiés uniquement à la lutte contre le trafic de migrants. Voilà, donc vous occupez des gens qui exploitent la misère du monde, très clairement, pour justement avoir et obtenir des bénéfices, de l'argent sur cette misère. Donc vous êtes saisi par des magistrats, mais également d'initiatives, c'est ce que tu disais tout à l'heure. Oui, alors le travail de l'office est avant tout à 80-90% un travail d'initiative. Donc on génère notre propre activité, d'où un pôle de renseignement très développé qui recueille au niveau national et international tous les renseignements qui peuvent
intéresser le trafic des migrants, puis ensuite on travaille en renseignement pour ensuite judiciariser les affaires et mener les enquêtes judiciaires, soit à l'office, soit une brigade mobile de recherche ou une antenne. Donc voilà, donc la majeure partie de notre activité est un travail d'initiative. Ensuite, on a bien évidemment des saisines directes des magistrats. On travaille à peu près avec toutes les juridictions, du tribunal judiciaire au GIRS et ensuite même à la Ginalco. Aux juridictions régionales spécialisées. La Ginalco, qui est la juridiction nationale de lutte contre la criminalité organisée, donc qui, elle, gère les plus grosses affaires au niveau national qui portent sur la criminalité organisée dans tous les domaines, donc y compris le trafic de migrants. Et donc sur des affaires dramatiques notamment, dont tu parlais tout à l'heure, effectivement les 39 migrants vietnamiens retrouvés asphyxiés dans un camion en Grande-Bretagne. Évidemment, c'est une affaire qu'on a traitée et résolue d'ailleurs, puisque effectivement les 19 mises en cause vont être jugés très prochainement sur Paris. Et donc voilà, et ensuite d'autres saisines effectivement directes, mais qui sont quand même pas notre quotidien. Voilà. Donc vous faites des enquêtes judiciaires avec des méthodes de la police judiciaire. Pour autant, vous dépendez de la police aux frontières et vous travaillez en amont de ces procédures judiciaires sur tous les renseignements qu'on peut vous donner à l'international, qu'on peut vous donner aussi émanant des différents services de police en France et en dehors même des polices aux frontières, des policiers de sécurité publique, des policiers de police judiciaire, des différentes missions que compose cette police nationale. Donc on comprend mieux maintenant votre périmètre, également votre maillage territorial puisque vous êtes partout sur tout le territoire, donc ça fait 600 personnels en tout, une centaine particulièrement ici, là où on se trouve, à l'office central, et puis vous avez cette spécialité véritable qui est très humaine en fait finalement, vous touchez à l'humain énormément puisque les situations sont dramatiques et on y reviendra sans doute avec vous, Alexandre, d'ailleurs, sur ces situations dramatiques et comment vous les vivez. Est-ce que tu peux, Xavier, nous expliquer et nous dire le nombre à peu près de filières que vous démantelez par an ? Au niveau national, c'est-à-dire l'office, les antennes, mais également d'autres services de police ou gendarmerie qui peuvent être amenés à traiter cette matière, on démantèle plus de 300 filières de trafiquants de migrants au niveau national par an, à peu près, ce qui représente dans les 1200 gardes à vue, à peu près 1200 gardes à vue. Bon, évidemment, les chiffres peuvent fluctuer d'une année sur l'autre, mais la moyenne, c'est au moins 300 filières démantelées par an. 300 filières démantelées par an. Est-ce que c'est croissant ? C'est croissant. L'activité, oui, on a, notamment l'année dernière, on a eu de très très bons résultats. Donc après, l'activité effectivement est croissante et va aller de toute façon en croissant davantage, vu que là, on va monter en puissance, obtenir des renforts et des structures supplémentaires qui vont nous permettre d'être plus efficaces encore dans ce domaine-là. Est-ce que tu peux nous expliquer le prix du passage que prend un trafiquant pour faire passer un migrant qui recherche à s'établir en Europe ? Alors, c'est assez variable en fonction du passage. Un simple passage frontière par un passeur d'occasion, je dirais, qui va aller à Vintimille récupérer des migrants pour leur faire passer la frontière italienne et arriver en France, il va prendre dans les 300-400 €. Des structures plus organisées, par exemple les Vietnamiens dont on parlait tout à l'heure, retrouvés asphyxiés en Grande-Bretagne, l'enquête a établi qu'ils avaient payé pour certains de 20 à 24 000 € pour venir du Vietnam en France et payer leur passage de la France vers la Grande-Bretagne. Donc il n'est pas rare d'avoir des réseaux, ceux qui sont les plus organisés, qui se font rémunérer de 10 000 à 20 000 € par migrant. Donc, sur le phénomène des traversées en Grande-Bretagne, en small boat, des Zodiacs qui traversent la Manche, des fois vous avez jusqu'à 80 migrants sur ces bateaux. La place sur le bateau, c'est de 2500 à 4000 €. Donc, vous pouvez imaginer les bénéfices importants que tous ces trafics peuvent générer. Donc, Effectivement, ça génère un trafic important parce qu'il y a les passeurs qui prennent depuis le pays d'origine tout le voyage et qui prennent ces 20 000, 25 000 € par personne. Et tu as des passeurs
qui organise des bateaux, ce qu'on appelle les small boats, notamment sur la Manche, à partir de Calais, mais pas que de Calais, à partir du trafic Manche, avec un certain nombre de migrants dessus. En moyenne, c'est combien de migrants sur un small boat? En moyenne, c'est actuellement, parce que ça est allé en croissant, c'est 40-45 migrants par bateau. Et cette organisation fait encourir des risques terribles pour ces personnes qui traversent la mer dans des conditions horribles. Des risques terribles, puisque quand le bateau fait naufrage, on a pu avoir, comme l'affaire qu'on a traitée des noyés de la Manche, qu'on appelle l'affaire des noyés de la Manche, on avait 31 victimes qui sont mortes noyées en novembre 2021 en traversant la Manche. Donc un bénéfice qui est énorme pour les passeurs, et donc vous luttez également, j'imagine, sur le portefeuille. Vous ne faites pas que l'enquête judiciaire pour identifier les passeurs, les interpeller, mais également pour toucher à leur portefeuille. Voilà. Nous, on traite à l'office, Alexandre pourra l'expliquer plus en détail, tout le spectre de l'enquête judiciaire, de la saisine, au montage des procédures, au terrain, aux interpellations, et également la partie financière des réseaux, puisque nous essayons d'identifier les réseaux de blanchiment, les avoirs patrimoniaux qui sont générés par les trafics pour pouvoir faire des saisies patrimoniales. C'est pour ça que dans le cadre de la réforme de l'Office, nous avons créé un groupe financier dédié à renforcer encore notre action sur l'identification des avoirs criminels et leur saisie. Voilà, donc c'est parfaitement clair, lutte contre les trafiquants de migrants, lutte contre les passeurs, et non pas lutte contre les étrangers en situation irrégulière. Et tu voulais que je précise vraiment cela, parce que parfois il y a une confusion, et je pense que ceux qui nous écoutent ne l'auront plus désormais. Il y a une confusion parfois entre cette immigration irrégulière pour laquelle les migrants peuvent être contrôlés, mais et ce que tu fais sur en fait cibler les passeurs qui profitent des migrants pour s'enrichir en fait et les faire passer leurs frontières de manière illégale. Tout à fait. Pour nous, les migrants que l'on détecte dans nos dossiers sont des victimes des réseaux de passeurs qui les mettent en danger bien souvent en fonction de la manière dont ils leur font traverser les frontières et qui ensuite leur font payer très cher sur leurs économies. Certains qui n'ont pas les moyens de payer leur passage vont être obligés de travailler clandestinement pour des réseaux. Donc il y a aussi toute une partie traite des êtres humains qui peut apparaître sur certains de nos dossiers et qui fait qu'on est vraiment dans l'exploitation de la misère humaine, et ce qui motive d'autant plus les enquêteurs justement pour démanteler ces trafiquants qui considèrent ces migrants comme de la marchandise, comme ils le disent eux-mêmes, comme une simple marchandise. Alors que ce sont avant tout des êtres humains, des hommes, des femmes, des enfants qui peuvent être victimes et décédés lors des passages frontières. Et d'ailleurs, dans l'affaire à laquelle j'ai fait référence en introduction, les migrants étaient considérés comme des marchandises, étaient appelés des poulets. Ce qui vous laisse un peu imaginer le traitement que peuvent subir ces personnes lorsqu'ils ont affaire à de tels réseaux de trafiquants. Transition toute trouvée pour me diriger vers Alexandre, qui est chef de section, donc chef de section de 2 groupes d'enquêteurs. Alors Alexandre, est-ce que vous pouvez nous dire comment vous travaillez au quotidien, comment vous faites en fait pour faire cette enquête contre les trafiquants ? En fait, le patron a tout résumé, on fait de la police judiciaire, donc on n'utilise ni plus ni moins que les méthodes d'investigation classiques de la police judiciaire. Donc on est souvent à l'initiative de nos propres dossiers, donc on récupère de l'information, on peut avoir des informateurs, comme tous les services de police judiciaire. Donc cette récupération d'informations, ensuite ça nous permet de gratter, de faire de l'exploitation, et puis de voir que oui, effectivement il y a peut-être des choses intéressantes, il y a peut-être des gens qui ont des agissements qui sont compatibles avec nos missions, donc on démarre nos enquêtes régulièrement, comme ça. Donc moi ce qui m'a motivé à venir au service, c'est aussi ça, c'est ce côté partir de rien, d'un numéro de téléphone, d'un fil, une bobine à tirer. Et, la curiosité, c'est ça. Et surtout cette capacité, en partant vraiment de pas grand-chose, d'arriver à
remonter et de mettre un organigramme en fait. Hein, c'est notre boulot. C'est ça. Donc, ce qui est très motivant évidemment pour les policiers qui travaillent sur des enquêtes. Donc concrètement, en tant qu'à l'office, on a le temps de diligenter les enquêtes sur le long cours. Ça c'est important de signaler. On n'est pas pris rarement par l'actualité, donc on a vraiment le temps de développer les enquêtes sur la longueur et d'aller au fond des réseaux criminels. D'accord, pour aller vraiment au fond des réseaux. Donc ça, c'est effectivement extrêmement important de bénéficier de ce temps. Vous faites donc des enquêtes judiciaires, des auditions, des réquisitions, des écoutes. Vous l'avez dit, vous avez des informateurs. Et une fois que vous avez monté toute cette procédure judiciaire, vous allez même jusqu'à l'interpellation. C'est-à-dire que vous-même, en tant qu'enquêteur, vous faites des surveillances, des filatures, ce genre de choses. On a un panel en fait de compétences au niveau des enquêteurs ici qui nous permet de démarrer donc la phase de renseignement, après la phase classique de procès-verbaux, de judiciarisation, mais on va tout faire. On va aussi faire les surveillances de terrain, on va mettre les surveillances techniques en place, on va aller sur le terrain pour poser les balises, les sonorisations, ce genre de choses. Les techniques spéciales d'enquête. Et effectivement, oui, on va aller interpeller. Alors, d'autant plus que nos enquêtes sont des enquêtes au long cours. Donc, pendant des mois, les enquêteurs, essayent d'identifier, essayent de domicilier nos objectifs, ce qui n'est pas toujours évident. C'est un peu la spécificité aussi de nos mises en cause. Et donc oui, c'est un peu la délivrance le matin, d'aller les récupérer, d'aller les interpeller. Donc c'est très complet en fait, parce que vous faites l'enquête, vous allez jusqu'à l'interpellation, ensuite la garde à vue, l'interrogatoire pendant la garde à vue pour être présenté ensuite devant un magistrat. Donc effectivement très complet. Alors j'imagine que ces passeurs, ces trafiquants de migrants sont un petit peu partout en France. Vous bougez beaucoup du coup. Oui, c'est ça. Alors bon, par rapport à ce qui a déjà été évoqué, on va donc régulièrement dans le nord de la France, sur la thématique, le phénomène des small boats. Oui, parce qu'il y a des points chauds quand même. C'est-à-dire le nord avec le phénomène des small boats, de ces bateaux de migrants tout le transit pour la Grande-Bretagne. Il y a également les routes du sud de l'Italie vers la France. Oui, ça de toute façon on le voit régulièrement avec les arrivées massives en Italie, et donc forcément les migrants remontent pour arriver chez nous ou après. Il y a des passeurs qui facilitent ce passage frontière de l'Italie et vers l'Espagne également. C'est exactement la même chose, c'est exactement le même principe. Voilà. Toutes les frontières peuvent être concernées. Les Balkans, on a aussi beaucoup de migrants qui arrivent en Europe via les Balkans. Via les Balkans, donc il y a des routes de migrants que vous identifiez de manière à pouvoir voir quels sont les passeurs qui sont sur ces routes qui sont empruntées par les migrants. Donc de toute façon, il y a les voies terrestres, qu'on vient d'évoquer, maritimes, également effectivement aux Comores. Pour traverser vers Mayotte, c'est les Kwassa. On n'appelle pas ça small boat, mais ce sont des bateaux de fortune, de pêche qui aident à traverser les migrants. Et ensuite, il y a également la voie aérienne, qu'il ne faut pas non plus oublier, puisqu'on a beaucoup aussi de trafiquants qui organisent la venue de migrants en situation irrégulière par avion, souvent en ayant recours à la fraude documentaire, soit avec des faux documents qui sont soit volés et falsifiés, soit fabriqués de toutes pièces par des faussaires. On travaille beaucoup, nous, sur la fraude documentaire parce que c'est un vecteur important qui est utilisé par les trafiquants de migrants. Plus de la moitié de nos réseaux ont recours à la fraude documentaire. Et où ils viennent également des fois avec des papiers volés qui sont envoyés en Turquie ou en Grèce et qui ensuite sont remis à des migrants qui, selon la méthode du look-alike, c'est-à-dire qui ressemblent véritablement à la photo qu'il y a sur le papier volé, qui arrivent à arriver en Europe par des ce vrais biais-là. faux. Donc la voie aérienne également aussi. C'est pour ça qu'on a également des antennes implantées à Roissy ou à Orly. Voilà. Donc il faut que l'on vous dise que, ça me donne l'occasion de le dire d'ailleurs, que la police aux frontières est la direction de la police nationale qui est spécialisée sur la fraude documentaire. On a des vrais spécialistes qui détectent les fraudes documentaires. Donc pour revenir à ce que vous disiez, vous bougez beaucoup puisque... forcément, vous avez une compétence nationale et puis vous allez chercher les passeurs où ils se trouvent. Qu'est-ce qui vous plaît le plus dans vos enquêtes et est-ce que vous pouvez nous donner une affaire marquante particulière qui vous a marqué? Moi, ce qui me plaît le plus et ce qui fait que ça fait des années du coup que je suis à l'Ocriest et maintenant à l'Oltim, c'est ce côté, c'est pas
de quoi sera fait le lendemain sur les enquêtes. Les modes opératoires au niveau des réseaux de passeurs sont tellement multiples, hein, ça vient d'être évoqué. On peut avoir des vecteurs aériens, maritimes, routiers. On peut avoir des complicités, notamment sur le vecteur routier. On peut avoir des complicités ou pas de chauffeurs routiers. On peut avoir de l'insu. On peut avoir des caches aménagées. On peut avoir voilà, c'est vraiment très intéressant. Et à chaque fois, c'est tout le côté voilà d'investigation, de découvrir comment ils sont passés, comment ils ont fait. Et en fait, les trafiquants ont une ingéniosité des fois pour faire passer des personnes les frontières qui vous a surpris. Et vous avez cette curiosité d'aller... Pour vous donner des exemples, on a vu des migrants cachés dans des tableaux de bord, dans des valises, des caches aménagées dans des camionnettes. Voilà, dans des conditions terribles. Alors, ce sont aussi, voilà, c'est un peu l'évolution hein, de nos enquêtes, c'est que maintenant, par contre, on se rend véritablement compte que les trafiquants font prendre de plus en plus de risques à leurs clients pour les faire passer. Malheureusement, on a régulièrement maintenant des morts, et notamment sur le vecteur maritime, pour les traversées de la Manche. Et on est régulièrement, oui, effectivement, avec des dossiers de ce type. Et bon, c'est d'autant plus motivant pour le coup, parce que voilà, on sait qu'il y a eu des personnes qui sont décédées. Voilà, c'est plus uniquement de la marchandise, parce que c'est comme ça qu'ils les voient, hein, les trafiquants. Et là, on est vraiment... voilà, c'est de l'humain. Donc, ce qui est passionnant dans le métier, c'est que... Oui. Les réseaux criminels ont une très grande adaptabilité aux vulnérabilités. Dès qu'ils détectent une voie pour pouvoir faire traverser des migrants illégaux, ils vont l'utiliser. Et dès qu'on en verrouille une, voilà, ils vont trouver une autre voie pour passer. Oui, donc effectivement passionnant. En plus, un enjeu extrêmement important de peut-être faire éviter ce risque à ces personnes, en interpellant dès lors que vous avez identifié et que vous avez les éléments nécessaires pour permettre l'interpellation de ces trafiquants. C'est ça. Et vous, ça fait combien d'années que vous faites cette spécialité ? 12 ans. 12 ans, donc vous avez bien vu cette évolution avec le risque de plus en plus important qui est pris par les migrants et par les passeurs qui les poussent à prendre ces risques. C'est ça. En fait, ce qui a fait vraiment apparaître voilà, cette nouvelle notion de risque péril pour la vie humaine, en fait, ça a été les traversées de la Manche là, qui ont démarré en 2019. On est passé d'un épiphénomène à un phénomène de masse. Voilà, les traversées de la Manche, maintenant, pour les migrants qui veulent se rendre en Grande-Bretagne, voilà, ça a complètement supplanté en fait les traversées de camions, qui étaient un petit peu la norme. On évoquait tout à l'heure le dossier Butterfly. Voilà, on est passé du camion au bateau. Alors, on va passer aux questions des internautes parce que le temps nous est compté, évidemment. Première question, est-ce que vous pouvez nous dire quel est le profil des trafiquants ? Le profil des trafiquants, il est multiple. Hein. Historiquement, c'était plutôt des gens de la même communauté qui faisaient passer, enfin les gens d'une communauté faisaient passer les migrants de la même communauté. Oui. Voilà, je précise mon propos. Voilà. Maintenant, on s'aperçoit que de plus en plus, comme il y a de l'argent à faire, que c'est très lucratif, en fait, la règle n'est plus vraie. On peut avoir voilà, des nationalités totalement différentes qui sont impliquées dans le même passage, que ce soit sur un bateau, que ce soit dans un camion, etc. Donc le profil, il est difficile à cerner. Il y a de l'argent à faire, donc ce sont toutes, voilà. Et puis de toute façon, alors on parlait tout à l'heure de passage d'opportunité. Nous, notre vocation, c'est de lutter contre les réseaux, donc contre la criminalité organisée. Donc là, on est véritablement face à vraiment des filières avec des rôles bien précis, des chefs, des intermédiaires, des logisticiens, voilà, des logeurs. Quand on parle de passeur, ça reste un terme générique, mais ça peut être un logeur, ça peut être un chauffeur, ça peut être voilà. Donc il y a vraiment une multiplicité de rôles et donc le profil du trafiquant, il est multiple. Exactement. Je comprends. Donc vous prenez les choses dans leur intégralité pour aller au fond des choses, comme disait Xavier tout à l'heure. Alors, on a une question sur que deviennent les migrants. Une fois que vous avez interpellé le passeur et que vous avez entendu les migrants en tant que victimes, que deviennent-ils après ? Alors, lors de l'intervention, on peut être amené effectivement, notamment au domicile d'un des organisateurs que
l'on va interpeller de trouver des migrants. Donc là, on va les faire venir au service, on va les entendre, on va recueillir leurs témoignages, qui viendront appuyer les infractions qui sont visées. Parce que régulièrement, nous travaillons en commission rogatoire, donc les infractions visées par la commission rogatoire. Et ensuite, effectivement, comme ils sont en situation régulière, leur situation sera évaluée au niveau de l'autorité administrative compétente. Oui, forcément. Ce qui m'emmène d'ailleurs à prendre la prochaine question, c'est quoi la différence entre trafic de migrants et réfugiés politiques? Alors là, il y a une confusion, celle que tu redoutais et pour laquelle on a précisé, donc on va le repréciser peut-être, Xavier. Oui, donc il faut comprendre que nous, quand on parle de migrants, on parle d'étrangers en situation régulière. Et tous les migrants ne sont pas en situation régulière, il y en a bien évidemment, mais ceux-là, par nature, ne sont pas dans des réseaux de trafiquants, puisqu'ils arrivent de manière légale en France, que ce soit suite à des demandes de visa, des demandes d'asile. Et notamment les réfugiés politiques. Avec le statut de réfugié politique, où là, c'est une immigration tout à fait légale, qui ne rentre pas du tout dans notre champ de compétences, bien évidemment. Donc nous, dans notre jargon usuel, les migrants qu'on a dans nos dossiers sont par nature tous en situation régulière. Donc effectivement, il faut éviter la confusion. Exactement. Donc les précisions sont importantes pour tous. Alors on nous demande, existe-t-il des routes privilégiées pour l'immigration et ces trajets, est-ce qu'ils changent? Alors, va nous amener... On a un petit peu déjà répondu, puisque en fait, la menace, puisque c'est le terme, elle est... sur les frontières. Voilà, donc tous les vecteurs et donc toutes les frontières. Donc j'ai l'opportunité. Voilà. Après, évidemment, on va avoir des routes qui sont connues. On a évoqué tout à l'heure la route des Balkans. On va avoir les entrées par la péninsule ibérique. On va avoir pour nous les arrivées massives en Italie, qui du coup remontent après par les Alpes. Donc ce sont à peu près les routes terrestres. Principales. Voilà. Principales qui sont... plus les contrôles effectués par les pays partenaires, on parlera peut-être tout à l'heure de la coopération nationale, sont importants. Je pense notamment au Maroc, etc., qui a mis en place des contrôles très importants avec l'Espagne. Donc, du coup, les flux ne passent plus par cette voie occidentale et se déportent naturellement vers la voie centrale d'Italie ou la voie orientale, comme j'expliquais tout à l'heure, les Balkans, effectivement. Donc, on a constaté des basculements en fonction de l'efficacité des contrôles, effectivement, les réseaux, ce que je disais tout à l'heure, et c'est ça qui est passionnant pour les enquêteurs, ont une grande adaptabilité. Donc, oui, c'est ça. Ils sont très ingénieux et il y a toujours des nouveaux modes opératoires qui apparaissent. Lorsque vous faites des opérations d'interpellation à tel endroit sur des trafiquants de migrants, eh bien les autres vont se déporter en fait finalement ailleurs et c'est toute la difficulté en fait de la chose quand vous fermez un côté par vos opérations, de l'autre, il peut y avoir ce déport et ce phénomène auquel il faut être attentif. Vous allez le retrouver sur le vecteur aérien notamment, où en fonction des modifications des accords entre les pays, notamment sur les délivrances de visas, des routes, des routings, des routes vont se créer, parce qu'en fait, les trafiquants ont une très bonne analyse des législations et de ce qui est possible de faire. On va s'en rendre compte puisqu'on va avoir des phénomènes de découverte de migrants, notamment sur les aéroports de Roissy et d'Orly. On va judiciariser tout ça, mais ça va parler dans la communauté, et on va s'adapter et on va trouver une autre voie. Parfaitement clair. Alors, on va prendre une dernière question parce que l'heure tourne. Qu'en est-il de la coopération internationale, Interpol, Europol, puisque tu as dévoilé un petit peu la question tout à l'heure. Alors, qu'est-ce que tu peux nous en dire? La coopération internationale, pour nous, est évidemment fondamentale, puisque nous, nos réseaux de trafiquants de migrants traversent les frontières. Donc, il est très important, aussi bien au niveau européen. Donc, c'est pour ça qu'Europol, bien évidemment, est un partenaire privilégié de l'Office. Donc, on utilise... toutes les possibilités que nous offre Europol pour favoriser la coopération entre les différents pays, et également Interpol, et ensuite tous les autres mécanismes de coopération internationale, les officiers de liaison étrangers en France et nos officiers de liaison français qui sont à l'étranger, tout cela permet d'avoir un maillage par pays important qui nous permet de récolter de l'information, d'échanger de l'information avec des pays partenaires, et ensuite d'essayer de faire... Alors l'idéal, c'est d'arriver à initier les enquêtes dans les différents pays où les réseaux sévissent pour obtenir un démantèlement complet de la structure criminelle, du pays de départ jusqu'au pays d'arrivée. Donc ça, c'est un peu l'idéal qu'on recherche.
Et donc forcément, on est obligé de coopérer. Même nous, on coopère. Je suis déplacé en Irak, en Turquie, tout ça pour essayer vraiment de, voilà, même avec les pays dont on pense que la collaboration peut être des fois difficile, il faut quand même essayer, aller les voir, et puis on arrive en général à nouer des contacts et ouvrir des voies positives de coopération. Ouvrir les ponts de coopération, et ce qui m'amène à préciser pour ceux qui nous écoutent que nous avons un maillage en fait à l'international qui est extrêmement fort par ce réseau diplomatique français qui est très étendu, et dans chaque ambassade en France il y a des policiers qui s'occupent justement de faire cette coopération internationale avec le pays dans lequel ils sont basés. Donc c'est extrêmement précieux pour cette coopération policière. Et en l'occurrence, nous avons une direction qui est spécialisée et qui est la direction de coopération internationale de sécurité et qui gère tout ce réseau de policiers à l'international. Mais comme tu l'as dit, nous avons également ces agences européennes, Europol et internationales, Interpol, pour faire des échanges d'informations très directs d'ailleurs et de manière assez fluide. Et après en judiciaire, vous avez Eurojust. Bon, là, c'est de la coopération internationale judiciaire. Qui permet de monter des équipes communes d'enquête entre différents pays et avec des journées d'action commune, on démantèle les réseaux de part et d'autre des frontières. Donc très bien, merci Xavier. Ça sera sans doute le mot de la fin sur cette coopération internationale dont je pense on reparlera dans un autre Facebook Live ultérieurement, ce qui nous emmènera à aller sans doute à la police judiciaire, puisque c'est la police judiciaire qui est point de contact de tous ces messages qui sont envoyés à l'international. En tout cas, merci pour vos questions, merci de votre écoute, et je vous dis merci Xavier, merci Alexandre d'ailleurs. Voilà. Très bien. Je vous souhaite à tous une bonne soirée et encore une pensée émue pour nos collègues décédés, et puis rendez-vous pour l'hommage national demain. Bonne soirée.